Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Yeah, lately I've been playing hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Voilà, les Sweet Monsters. Je cherchais depuis tout à l'heure le nom du groupe. Voilà, il m'est revenu Sweet Monsters qui vont nous suivre pendant ces 2 jours. 2 invités encore avant d'aller déjeuner et un Startup Tremplin. Dans un instant, le patron de West France. Hein, plein de questions évidemment autour de l'IA, de tous ces métiers qui changent, des médias, de la désinformation. Il y a beaucoup de choses à raconter. Mais justement, cette information, elle circule sur alors des satellites parfois, mais quand même beaucoup sur des câbles, et notamment les câbles sous-marins. Jean-Louis, merci d'être avec nous. Jean-Louis Roux, vice-président des réseaux internationaux d'Orange. Et avec toi, on voulait rester dans ce contexte un peu géopolitique et montrer que, parler un peu de ces câbles sous-marins et voir que la Bretagne, quelque part, on n'est pas trop mal situé. Allez, je te laisse nous dire un petit peu. Aujourd'hui, c'est 400 câbles sous-marins qui sillonnent le monde, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Déjà, bonjour Frédéric, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et d'être dans le Finistère en bon brestois. Ça fait toujours plaisir de revenir dans le Finistère. Alors, on va passer au transparent précédent. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, quand vous allez par exemple sur Instagram, la plupart du temps, vos données vont passer vont traverser les continents, vont passer par des câbles sous-marins. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'essentiel du trafic Internet est transporté par des câbles sous-marins. On parle de près de 99% du trafic mondial via les câbles sous-marins. Le 1% restant, ce sont les satellites. Ça représente un peu plus de 400 câbles. Si on les mettait bout à bout, c'est effectivement 1,4 million de kilomètres. Et vous pouvez le voir, hein, les câbles, alors, il y en a beaucoup en transatlantique, en transpacifique. On a des routes aussi importantes entre l'Asie et l'Europe. De plus en plus, on construit des routes autour de l'Afrique et puis sur la côte est des Amériques. Et c'est intéressant parce que, évidemment, on a beaucoup parlé de ces câbles sous-marins. On y reviendra dessus parce que, comme par hasard, on a souvent des navires russes ou chinois qui se promènent juste au-dessus. Il y a juste un mot, on reviendra sur l'écosystème. Il y a des câbles qui appartiennent entièrement à des Google, des Facebook et des gens comme ça. Oui, alors en fait, en général, les câbles, on ne les fabrique pas tout seul. Il y a des consortiums. Parfois, c'est des consortiums d'opérateurs. Parfois, c'est des consortiums avec des acteurs comme Meta, Google, etc. Parfois, on est tout seul aussi. Hein. On a construit quand on construit des câbles pour raccorder les territoires d'outre-mer, par exemple, on a un câble entre la Guyane et la Martinique. Ça, c'est un câble qui est construit par un seul opérateur, en l'occurrence Orange. Donc, on a tous les types de configurations. Et donc là, on a fait un zoom. Vous avez vu la carte du monde. On fait un zoom sur la France et on voit que la France, alors l'Angleterre aussi un peu, mais on est un gros hub. Ouais, quand même, la France, c'est le premier hub en Europe, hein, avec une 50aine de câbles sous-marins qui atterrissent, plus d'une dizaine de stations de câbles. On a notamment, vous voyez, le port de Marseille, hein, qui concentre à lui tout seul près d'une vingtaine de câbles sous-marins. C'est le 6e plus grand hub numérique au monde, ce port de Marseille. Et si on regarde la Bretagne ? Alors, toujours, on peut regarder la Bretagne. Alors ici, là, on est un peu au centre de la Bretagne, à Carré. Hein. Si on regarde dans un rayon de 100 km, on a 3 stations de câbles sous-marins. Donc c'est un record. Hein. C'est la plus forte densité de stations de câbles sous-marins. On a 3 principales stations. On a la station de Pinmar, qui est opérée par Orange et qui permet d'avoir le câble ACE, qui relie l'Europe à l'Afrique du Sud, avec des branches dans l'ensemble des pays d'Afrique. Hein. C'est un câble tout à fait majeur pour raccorder l'Europe et l'Afrique. Sur Lannion, on a 2 câbles qui sont la propriété de Vodafone. Hein. Un câble Hugo qui va vers l'Angleterre et puis un câble Apollo qui va vers les États-Unis. Et puis on a enfin sur Plérin, à côté de Saint-Brieuc, une station là qui est la propriété de GCX avec un câble Flag Atlantique qui va aussi vers les États-Unis. Alors voilà un peu pour on a posé un peu tout ça. Oui, voilà. Alors là c'est un peu à quoi ça ressemble. Hein. C'est pas une grande centrale ni rien du tout. C'est parfois un petit cabanon. C'est aussi ici pour vous montrer l'histoire. En fait, moi j'aime bien parler un peu d'histoire. L'histoire des câbles sous-marins en France, elle démarre en Bretagne. Elle démarre il y a 150 ans. Et on voit ici là en rouge le premier câble, hein, un câble télégraphique
qui a été construit en 1869, qui allait de Locmaria Plouzané, là, à 50 km d'ici, jusqu'à New York. Et, voilà. Et à l'époque, il transportait 20 mots à la minute. Et on est très content de pouvoir transporter 20 mots à la minute. Si vous avez l'occasion d'aller vous promener là, du côté de Locmaria Plouzané, vous pouvez toujours voir la station, hein, la maison, là, c'est la première station de cap sous-marin en France. Et puis en marchant, on peut voir le câble là, qui a été laissé exprès sur place. Alors, intéressant. Donc, on a beaucoup parlé de souveraineté depuis ce matin. On va continuer à en parler, évidemment. Là, tous ces câbles sous-marins sont vraiment devenus un enjeu de souveraineté aujourd'hui. Alors, tu l'as dit, hein, 99% d'Internet qui fonctionne dessus. Mais on voit aussi que, en France, prise de participation, il y avait Alcatel Submarine Networks qui appartenait, alors c'était Nokia, mais qui a recédé 80% à l'État français. Donc, on voit bien que là, il y a cet enjeu stratégique important. Donc, effectivement, on l'a dit, s'il n'y a plus de câbles sous-marins, il n'y a plus d'Internet. Alors, on aime bien, l'Internet, ça transporte un peu tout type d'applications. En particulier, moi, j'ai une application critique, c'est l'ensemble des transactions bancaires, hein, l'ensemble des flux financiers sont maintenant numérisés et donc sont transportés par ces câbles sous-marins. On a estimé, hein, quand on prend l'ensemble des transactions, c'est 10 000 milliards de dollars tous les jours qui sont transportés via ces câbles sous-marins. Donc, on comprend bien qu'un impact sur la qualité de ce réseau aurait des conséquences dramatiques. La France, effectivement, alors, on parlait de souveraineté et c'était très intéressant ce matin. Dans le domaine des télécoms, sur les câbles sous-marins, on peut annoncer en France qu'on est totalement souverain et on en est fier. On est déjà souverain parce qu'on a une flotte de navires câbliers pour pouvoir déployer et pour pouvoir réparer les câbles. La France, c'est un quart de la flotte mondiale de navires câbliers, hein, qui est répartie entre les navires d'Orange Marine et puis les navires d'Alcatel Submarine Network. On est numéro 1 mondial dans les technos de fabrication des câbles, encore une fois, avec ASN et puis avec aussi Nexans, hein, qui fabrique les fibres. Numéro 1 en Europe en termes de hub d'arrivée de câbles. Donc on a une autonomie totale dans la fabrication des systèmes, dans le déploiement des systèmes et dans la réparation des systèmes. Dans un contexte où le trafic augmente en permanence, il y a vraiment un enjeu de pouvoir à tout moment ajouter de la capacité sans dépendre d'un tiers. Et ça, c'est extrêmement fondamental. Alors justement, c'est intéressant ce slide parce qu'on voit les navires, les fabricants de câbles, tu as parlé des opérateurs, tu as parlé des consortiums. Peut-être là, avec ce slide, on va un peu voir cet écosystème, voilà, ouais. Comment ça fonctionne voilà, concrètement un câble sous-marin. Alors, un câble, hein, c'est en général plusieurs milliers de kilomètres. Ça repose, on le fait reposer au fond des océans, hein, parfois jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Alors, le câble, il est... alors, c'est de la fibre optique, hein, donc c'est de la silice, c'est très passif. On est obligé de répéter le signal, là, quand il... Donc, le signal, c'est du signal lumineux, hein, qu'on envoie dans le câble. Il va s'atténuer. Et tous les 100 km, on va venir réamplifier le signal. C'est-à-dire qu'on le voit là sur le schéma, tous les 100 km, on a des amplificateurs, hein, donc qui sont téléalimentés. Donc aux extrémités, on a les stations. Alors on parle, l'Académie française là, nous demande de ne pas parler de stations d'atterrissement, pardon, on parle de stations d'atterrage. Parce que quand on vient de la mer vers la Terre, c'est l'atterrage. Donc on a des stations d'atterrage, hein, qui vont terminer le signal sous-marin pour passer vers la Terre. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle, alors je vais faire je vais éviter les termes en anglais là. On a un réseau de collecte, hein, terrestre qui va permettre d'envoyer le signal vers des data centers, hein, où on va retrouver les centres de calcul, les centres pour faire de la data IA et pour faire tout type de traitement informatique. Un mot sur, comme tu es patron des réseaux internationaux Orange, justement, le rôle d'Orange dans tout ça. Donc, il y a des navires Orange, il y a la pose de câble, il y a l'opérateur, évidemment, que l'on connaît. On a un rôle tout à fait particulier. Là, Orange, on est le seul opérateur au monde qui est à la fois
investisseur, donc on investit dans des câbles sous-marins, on investit dans près de 450 000 km de câbles, et on est aussi armateur. Nous avons une flotte de navires câbliers, il y a 7 navires qui sont là pour déployer et réparer les câbles. Donc on intervient, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de consortiums. Parfois on intervient aussi pour le compte d'autres opérateurs pour les aider à déployer leurs câbles. Là, je vous montre, là, c'est la fierté du groupe Orange, c'est la flotte des 7 navires. On a d'ailleurs le Pierre de Fermat là, en haut à gauche qui est basé à Brest. On a eu une base importante sur le port de Brest. Et puis vous avez en bas le Sophie Germain, là, on va dire c'est le vaisseau amiral, c'est le petit dernier de la flotte qui a été mis en service il y a un peu plus d'1 an. Ça, c'est les bateaux qu'il faut à peu près pour avoir une idée. Ils font combien 40-50 mètres. 40-50 mètres. Voilà. Et ils peuvent charger un câble complet. Ils peuvent charger 6000 km de bobines de câbles pour déployer en une seule fois un transatlantique. Par exemple, ça va être déployé un transatlantique en 1 mois à peu près. Alors, ma question suivante, et qui va permettre de rebondir derrière sur, n'hésitez pas, toujours je vous rappelle avec le klaxon, sur une question qui a été posée, c'est vers où on évolue aujourd'hui avec ce marché. Est-ce qu'il va y avoir encore plus de câbles? Est-ce que les câbles vont être capables de plus de capacité? Et justement, la concurrence avec les satellites, et notamment Starlink, qui est en train de, vous savez, c'est le réseau de SpaceX, qui est en train de de mettre en place ces constellations de milliers de satellites à basse altitude et qui vont permettre de connecter sur Internet. Donc, première question, est-ce qu'il faut... l'ambition de tout ça, c'est plus de câbles, c'est encore plus de câbles, ou est-ce qu'on va pouvoir faire passer plus de capacité sur ces câbles? Et puis la deuxième, justement, la concurrence avec les satellites. Ouais. Donc, le trafic Internet, l'Internet qu'on utilise au quotidien, il augmente entre 20 et 30% par an. Donc c'est une croissance exponentielle du trafic. Et ça, c'est vrai depuis 20 ans. Et ça continue. Il y a l'arrivée, les applications évoluent. L'arrivée de l'IA nécessite de transporter des données pour l'entraînement des algorithmes. Donc on va rester sur cette tendance d'augmentation du trafic entre 20 et 30%. Ça veut dire qu'en 2030, par rapport à l'année 2022, on doit multiplier par 7 la capacité de nos réseaux sous-marins. Donc pour faire ça, on remplace des câbles à faible capacité par des câbles à très haute capacité. Récemment, on a retiré un câble qui avait une capacité de 10 terabits par seconde. On l'a remplacé par un câble qui va 40 fois plus vite, à 400 terabits par seconde. Donc c'est ça. Donc on remplace. Donc le nombre de câbles va pas évoluer tant que ça. Voilà, on est à 400 câbles aujourd'hui, on sera à 410 en 2030. Par contre, la capacité des câbles va être totalement décuplée. Pour arriver à la question du satellite, extrêmement intéressante, il faut savoir que dans un seul câble sous-marin, il y a 100 fois plus de capacité que dans toutes les constellations de satellites réunies aujourd'hui. Donc on n'est pas dans la même dimension. Il y a vraiment un rôle complémentaire. D'ailleurs, chez Orange, on investit massivement dans les deux. Le satellite va venir en complément pour aller adresser les zones qu'on appelle blanches, les zones sans couverture, et pour aller également gérer des situations de crise, comme la crise qu'on a pu voir à Mayotte récemment, où les constellations de satellites ont énormément aidé. Et puis là, on va avoir un impact aussi de souveraineté, puisqu'on a les offres OneWeb, donc dans laquelle Orange... Donc là, c'est moyenne altitude, on n'est pas basse altitude comme les Starlink. Et puis on aura Iris Carré, ou Iris Square, voilà, qui... Là, c'est 2030. Voilà, tout à fait. Iris Carré, donc un projet majeur, l'Union européenne on parle de satellite, met un financement de 12 milliards d'euros sur la table, de manière à ce que l'on ait une constellation totalement souveraine qui servira pour des besoins militaires, gouvernementaux, mais aussi pour des besoins civils. Alors, autre question, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions à la durée de vie d'un câble. Entre 20 et 30 ans, la durée de vie d'un câble, ça va être lié, voilà, le câble en lui-même, la partie passive, ça a une durée de vie limitée. Maintenant, on a ces équipements-là de réamplification, qui sont des équipements électriques. C'est eux qui limitent la durée de vie du câble à, on estime, entre 20 et 30 ans
en fonction des technologies. Et puis alors, clin d'œil notamment on va redémarrer l'après-midi tout à l'heure avec l'organisation Surfrider, qui est une ONG autour de les déchets dans l'océan et tout ça. L'impact environnemental, est-ce que ça c'est un enjeu important? On sait qu'on sort d'un sommet sur l'océan qui était à Nice il y a 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Comment, quand on est un industriel dans ce secteur, on essaie de limiter son impact? Ouais. Tu l'as dit, poser sur les fonds marins. Est-ce que ça arrive sur Terre? Ça arrive quelque part. Enfin, voilà, comment ça se passe? Ouais, c'est quelque chose que l'on suit de très près. L'impact sur la faune, par exemple le corail et la flore, par exemple les herbiers de Posidonie. Donc, avant de déployer un câble, on va faire un sondage. D'ailleurs, on a des navires qui sont dédiés au sondage. On va scanner le fond des océans pour vérifier quels sont les meilleurs chemins de façon à limiter les impacts. Donc on essaie au maximum de contourner ces éléments de faune et de flore. Quand on n'y arrive pas, on fait parfois des forages, notamment quand on arrive au bord du rivage, on va faire un forage, c'est-à-dire qu'on va percer sous la dalle en fait, de manière à ne pas impacter la faune et la flore. On retire aussi les câbles, donc durée de vie 20-30 ans. À la fin de vie du câble, on le retire entièrement. C'est une opération extrêmement lourde. Là, on vient de retirer à Pinmar un câble, le 6083, qui avait été déployé en l'an 2000, là, qu'on vient de retirer. Alors, quand on le retire, on fait attention et on se coordonne avec les autorités. Il y a des endroits où les coraux ont colonisé le câble et vivent très bien avec le câble. Dans ce cas-là, c'est une opération sensible. On va devoir couper les extrémités du câble autour du massif de corail de manière à ne pas l'impacter. Et puis, bon, nos navires, on fait attention. Là, le navire amiral, là, le Sophie Germain, on a réduit la consommation, l'empreinte carbone de 20%. Par rapport au bateau que l'on avait avant. Tiens, juste un mot avant de parler des questions justement d'actualité. Les anciens câbles, on en fait quoi? Les anciens câbles, après, alors ils vont passer dans des procédures de déconstruction, en fait, de recyclage. C'est de la fibre optique qui peut être réutilisée. C'est du polyéthylène. C'est du cuivre aussi qu'on va recycler intégralement pour les remettre, Et alors, venons-en aussi aux questions d'actualité, parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc, à la fois, il y a des pannes, ça arrive évidemment, sur ces milliers de kilomètres, des répéteurs et tout ça. Tu vas nous expliquer comment on intervient. Et les principales pannes aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Enfin, on entend beaucoup parler de sabotage. C'est aussi important que ça aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ces cas de sabotage là. Il faut savoir qu'il y a en moyenne par an à peu près 200 pannes de câbles sous-marins. Donc voilà. L'essentiel de ces pannes, ça va être des événements géologiques, tremblements de terre, glissements de terrain. Là, on a eu récemment au large de la Côte d'Ivoire un glissement de terrain qui a fait tomber 4 câbles d'un coup. Les activités nautiques comme la pêche, les chaluts, les ancres de bateaux vont entraîner des ruptures de câbles. Après, il y a effectivement ces risques de sabotage. Donc on a récemment, on en a entendu beaucoup parler, on soupçonne des navires de la flotte dite fantôme russe là, qui laissent traîner leurs ancres. On a eu des cas, on a eu 4 fortes suspicions. Je dis fortes suspicions parce que c'est jamais entièrement confirmé, mais c'est le principe aussi de la guerre hybride. On a eu en mer Baltique 4 très fortes suspicions. En fait, voilà, on voit un navire de la flotte fantôme qui laisse tomber son ancre et qui zigzague autour du câble. Alors après, le commandant du bateau peut dire, bah non, il a laissé tomber son ancre, ça arrive, il s'est endormi, etc. En tout cas, mais on est sur 4 ou 5 incidents sur un total de 200. Donc ça ne nous empêche pas de dormir. La meilleure manière de se protéger contre ça, c'est la diversité, la multiplicité des routes. On a beaucoup de routes pour aller d'un point A à un point B. Donc quand un câble tombe, le trafic va être automatiquement, sans que le client s'en rende compte, rerouté sur une autre route, le temps de laisser le bateau venir réparer les câbles. Alors, j'avais une planche... Sur la surveillance des câbles, ça se passe comment? C'est compliqué de surveiller un câble? Alors,
il y a différentes méthodes pour surveiller les câbles. Dans les zones extrêmement à risque, comme la mer Baltique, on se coordonne avec les autorités. Il peut y avoir des patrouilles de navires, de l'aéronaval. Et on étudie aussi des nouvelles technologies qui permettent, depuis le câble lui-même, en analysant les échos, on peut détecter l'activité acoustique autour des câbles et anticiper des événements, des incidents sur le câble. Alors on sait qu'aujourd'hui on connaît parfois certaines zones de l'espace mieux que nos fonds marins. On commence un peu à scanner les fonds marins aujourd'hui. Il y a des liens forts avec Ifremer ? Oui, tout à fait. On travaille, on a un projet en commun avec l'Ifremer là, qui s'appelle Fiber Sensing. Typiquement, notre capacité à analyser les événements acoustiques autour des câbles permet par exemple de détecter des mouvements de baleines, de détecter des mouvements de tout type de mouvements de poissons, et ça intéresse très fortement l'Ifremer. Attaquer un câble, est-ce qu'on peut aller piquer des informations directement sur un câble ? Alors, ou sur une station, on pirate une station d'atterrage là ? Bon, les stations d'atterrage, c'est les zones, parmi les zones les plus protégées en France, donc c'est impossible de rentrer dans une station. Après, en théorie, quelqu'un peut venir au fond de l'eau, casser un câble pour intercepter. Donc déjà, on va voir, s'il le fait, on va le voir tout de suite. Oui. On va le détecter immédiatement. Donc on va pouvoir stopper. Quand bien même il le ferait, un câble... Ça transite, on parle de centaines de terabits par seconde. Donc il faut stocker ces données-là. Donc on n'a pas de capacité comme ça de stockage. Donc on aurait beau intercepter, on ne saurait pas stocker. Et enfin, les données sont fortement cryptées de bout en bout. Donc on aurait beau récupérer la donnée, on en ferait un. Donc on détecterait tout de suite. 2, on n'est pas capable de stocker. Et 3, on n'est pas capable de décrypter. Donc il y a aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous empêche de dormir, l'interception des données sur les câbles. Et dernière question, Jean-Louis, comment on répare quand c'est à 6000 mètres, on se rend compte qu'il y a un réparateur qui ne marche pas ? C'est des robots, c'est des... Alors, quand on détecte, on va détecter la panne, on va arriver à la localiser assez finement par des... en gros, quand un câble est cassé, l'extrémité du câble, ça fait miroir. Et donc, quand on envoie un signal, on aura un écho et on saura assez précisément où la panne a lieu. On envoie un bateau. Si on est à des profondeurs assez faibles, on va dire moins de 3000 mètres, là, on va venir mettre un sous-marin téléguidé qui va venir localiser et qui va aider à remonter les éléments de câble. Et quand on n'a pas de chance, quand la panne a lieu très profondément, on va faire traîner des grappins de manière à détecter le câble. On va remonter, on va couper des extrémités, on va remonter. Dans le bateau, on va ressouder les éléments du câble et on va le faire replonger. Voilà, là, on vous a mis les zones, alors ce qu'on appelle les zones de conflit aujourd'hui, les zones qui sont sensibles pour nous. Je l'ai dit, il y a la zone de la mer Baltique, où on soupçonne des mauvais comportements de navires de la flotte fantôme. On a la zone de la mer Rouge, qui est sensible parce que les outils peuvent attaquer nos navires câbliers, donc on a du mal à passer. Or, c'est l'unique zone aujourd'hui pour passer. Et puis aussi, ils peuvent attaquer des bateaux qui, en dérivant, vont détruire des câbles. On a eu le cas l'an dernier, un bateau torpillé par les Houthis qui fait traîner son ancre, qui a cassé trois câbles. Et puis on a la zone de la mer de Chine aussi, qui est une zone assez intense, on va dire, au niveau des mouvements militaires, qui fait qu'on a parfois des difficultés à venir avec nos navires pour réparer quand il y a des pannes de câbles. Et je voulais revenir un moment sur la situation dans la mer Rouge. On en est là dans la mer Rouge, en fait, vous le voyez, à finalement contourner cette zone du Yémen qui est devenue quasi infranchissable pour des bateaux de commerce. Eh bien, on la contourne. Là, on vient de travailler avec le Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir une route terrestre, en fait, qui va de Bahreïn jusqu'à... C'est le trait jaune que l'on voit. C'est de la fibre terrestre, là, en jaune, qui contourne finalement la zone à risque du Yémen. Donc ça, c'est une route qui est en cours de construction et qui sera prête d'ici 1 an. Jean-Louis, merci infiniment de tout ça. On peut applaudir Jean-Louis.
Ceux qui veulent poursuivre la discussion, Jean-Louis sera là au déjeuner, mais il y a une crêpe avec Jean-Louis, voilà.